Bien, eh ben, écoutez, bonsoir et bienvenue à notre table ronde. Bonsoir à ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous ce soir et ceux qui sont en ligne, hein, puisque c'est un événement hybride. Donc, ça fait maintenant plus de 2 ans que la problématique de l'IA s'est invitée dans le débat sur le travail. Il y a une série de rapports et de réflexions, comme celle du Laboria, hein, le laboratoire de recherche-action dédié à l'impact de l'IA dans le milieu professionnel, ou le DIA-LIA, hein, qui a large intersyndical de réflexion et de propositions sur l'IA, et d'autres rapports encore sont sortis. Dans le même temps, le nombre d'entreprises mettant en place des systèmes d'IA a fortement augmenté. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ça s'est fait en appliquant les préconisations des structures que je viens de citer et d'autres, hein, quant à l'implication des salariés et à celle de leurs représentants, ou autrement dit, et pour reprendre le titre de cette table ronde, l'IA occupe-t-elle déjà une place dans le dialogue social? Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Luc Mathieu, qui est secrétaire national de la CFDT, responsable notamment de la politique économique et des questions liées au numérique. Georges Meyer, qui est avocat au barreau de Lyon, spécialisé en droit social. François-Xavier Petit, directeur du cabinet Matrice. Et Julie Chambon, experte santé, sécurité, conditions de travail chez Syndex. Alors, pour commencer, les anglo-saxons nous ont habitués à introduire les réunions par une petite blague un peu incontournable. Donc, c'était particulièrement facile ce soir, puisque j'ai demandé à mon Charlotte habituel, après lui avoir indiqué exactement la thématique de la réunion, de proposer donc une blague. Le résultat a été assez affligeant en réalité. Écoutez, rassurez-vous, il semble que dans ce domaine, l'humain a encore un grand coup d'avance sur l'IA. Voilà, cette introduction étant faite, je vais laisser maintenant la parole et on va commencer avec François-Xavier Petit. Donc, François-Xavier Petit, vous êtes directeur du cabinet Matrice, qui se présente comme un centre d'innovation technologique et sociale spécialiste de la conception, du lancement et du pilotage de projets complexes. Vous avez fait partie, vous avez même été la cheville ouvrière de Laboria, et notamment de son rapport d'enquête sur études de l'IA sur le travail. Donc, c'est aussi à ce titre-là qu'on vous a invité ce soir. Et ma première question, c'est finalement, en quoi le processus d'implémentation d'un système d'IA dans une entreprise est-il différent de celui d'autres systèmes informatiques et de ceux qu'on a pu connaître auparavant, comme les ERP ou autres? Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Rémi pour à la fois l'invitation et la question. En quoi est-ce que c'est différent? C'est une bonne question parce que c'est pas si évident que ça d'y répondre. Néanmoins, il y a quand même une vraie différence et qui est le critère majeur qui fait justement la différence avec d'autres types de systèmes automatiques, c'est notamment le caractère apprenant. C'est-à-dire que un système d'intelligence artificielle, il est évolutif au fur et à mesure des données qu'il ingurgite, des habitudes prises avec lui, il évolue. Et ça, parmi les différents systèmes automatisés, c'est assez peu commun. C'est-à-dire que votre traitement de texte, il ne change pas, il n'évolue pas. Votre tableur Excel, il n'évolue pas. Votre machine-outil, elle n'évolue pas. Votre logiciel X ou Y, il n'évolue pas ou peu. Et quand il évolue à travers des mises à jour ou d'autres éléments qui sont ponctuels. Le principe même de l'intelligence artificielle est d'être en évolution permanente, en apprentissage permanent, qui fait que du coup, les résultats qu'on lui demande, enfin qu'elle nous fournit, les questions qu'on lui pose et les résultats qu'elle nous fournit, sont eux-mêmes différents. Et d'ailleurs, si vous faites l'essai de donner le même prompt, les mêmes commandes à une intelligence artificielle, par exemple de génération d'images, faites-le à quelques minutes, quelques secondes d'intervalle, vous aurez des résultats différents parce que la base de connaissances aura elle-même évolué et parce que l'algorithme aura lui-même bougé de quelques petits éléments, mais qui fait que du coup le résultat n'est pas le même. Donc l'apprentissage est l'élément premier. Premier élément. Deuxièmement,
il y a quand même quelque chose de particulièrement fort, c'est que ces dispositifs-là d'intelligence artificielle, au moins ceux qui sont génératifs, donc les grands modèles, se basent sur une donnée qui n'est pas une donnée pleinement maîtrisée, au sens où ils vont chercher de la donnée partout sur Internet, qui est le plus grand gisement de données du monde, là où les autres dispositifs sont en général des dispositifs qui fonctionnent avec un certain nombre de données, d'éléments, de paramètres qui sont préétablis, prédéfinis, préentraînés et donnés comme tels à la machine. Donc ça fait deux différences particulièrement significatives, la plus forte étant la question de l'apprentissage et donc du caractère évolutif. Et ce qui veut dire que dans la gestion de ces outils au quotidien, le fait de les maîtriser à l'instant T et d'en maîtriser le résultat et d'être en confiance par rapport à la fiabilité du résultat ne veut pas dire qu'à l'instant T plus 1, plus 2, plus 3, plus 5, on doit avoir le même degré de confiance, en plus ou en moins, par rapport à l'objet. Et donc, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qu'il faut gouverner, et c'est là qu'on est aux questions de dialogue social. Euh, alors justement, sur la question de dialogue, une question vaste, je pense qu'il demandera une réponse en plusieurs temps, c'est que finalement, pour résumer, euh, euh, quelles sont les conditions d'acceptabilité de ces nouveaux outils par les salariés? Alors, vous avez 3 jours. Non, les conditions sont multiples et variées, mais on peut d'ores et déjà insister sur un certain nombre d'entre elles. L'une des premières conditions d'acceptation de ces outils-là est de pouvoir avoir une forme de prise sur eux. C'est cette question de comment est-ce que quand le système apprend, évolue, on est en capacité de pouvoir régler nous-mêmes ces éléments d'évolution. Je vous donne un exemple qui est frappant. Dans tous les tests qui ont été faits de justice algorithmique sur des bases de données qui analysait par exemple l'ensemble des arrêts rendus, on s'aperçoit que ces modèles d'intelligence artificielle qui sont d'abord des modèles probabilistes, donc on n'invente pas, il y a vraiment une dimension de probabilité. Ces modèles-là ne font que renforcer un certain nombre de biais sociaux. À partir du moment où, et ça a été testé de manière forte et sidérante, à partir du moment où, par exemple, aux États-Unis, ça a été testé sur des cas de petite délinquance. Dans la petite délinquance aux États-Unis, pour plein de raisons, des raisons sociales, des raisons historiques, des raisons de composition de la population, on retrouve des populations pauvres et des populations afro-américaines en nombre plus grand que par rapport à la population globale des États-Unis. Par conséquent, dans les modèles de pondération, ces catégories-là, ces critères-là deviennent des facteurs aggravants. Et plus l'intelligence artificielle tourne sur elle-même, plus elle manie des cas, plus elle renforce ces différents biais. Tant et si bien qu'au bout d'un moment d'usage, on s'est aperçu que le caractère afro-américain et le caractère pauvre valaient 1000 fois plus que le fait d'avoir un flagrant délit, par exemple, qui prouvait le larcin ou le délit. Et donc, cette dimension de ce renforcement-là, dans des dimensions tout à fait tautologiques de ces objets, doivent être gouvernées. Ça veut dire qu'il faut pouvoir ouvrir la machine et pouvoir comprendre à quel endroit est-ce qu'elle elle se saisit, à quel moment est-ce qu'elle utilise les biais de la société et elle les fait siennes et elle les renforce. Et ce que l'on constate, et désormais on a presque une petite dizaine d'années de recul, c'est que ces objets-là ont une tendance particulièrement forte au renforcement des biais. Alors nous, en sciences humaines, on a un débat avec les mathématiciens. Les mathématiciens nous disent on doit pouvoir produire des jeux de données sans biais. Nous, on leur dit que ça n'existe pas. Les biais sont dans la société. Donc, le premier sujet, c'est si on veut que les salariés se l'approprient, ça veut dire qu'il y a une question de pouvoir avoir accès à la manière dont les choses sont calculées. Il ne s'agit pas forcément de comprendre l'entièreté du calcul, ce n'est pas ça le sujet. Il s'agit de pouvoir connaître les paramètres qui sont pris en charge, comprendre comment est-ce que certains prennent du poids par rapport à d'autres, et comment au contraire certains s'affaiblissent, et pouvoir agir dessus. Premier point. Deuxièmement, j'en glissais un mot,
il ne faut pas se tromper sur la nature de ces objets-là. Je le disais tout à l'heure, ce sont des objets probabilistes. Donc, ça veut dire que ce qu'ils expriment, c'est de la probabilité de. Vous le voyez particulièrement bien dans les dimensions de saisie automatique. Si vous commencez un mail en mettant BON, vous avez une forte chance qu'il vous propose JOUR par la suite. En termes de probabilité, c'est vrai, c'est exact. C'est un type d'intelligence. C'est un type d'intelligence probabiliste qui est très utile pour gérer de la connaissance à foison, pour pouvoir prédire un certain nombre de choses. C'est un type d'intelligence qui échappe à différents autres types de situations. L'intelligence situationnelle, l'intelligence émotionnelle. Là, si on reprend l'exemple de la justice, la capacité de conceptualiser des circonstances atténuantes, par exemple, est complètement en dehors du scope de ces logiques probabilistes. Ce n'est pas nécessairement grave, mais il faut le savoir. Et la manière dont les salariés peuvent se l'approprier, je crois, c'est dans le fait de pouvoir placer différents types d'intelligence autour de la résolution d'un même sujet. Troisième élément, au-delà de ce caractère probabiliste et qui va de soi quand on le dit, mais qui ne l'est pas quand on croit aux objets d'intelligence artificielle, qu'on le vend, que c'est merveilleux, que ça réduit les coûts, les tâches, les délais, etc., etc. Troisième élément qui est particulièrement fort, c'est la question de la position du travailleur par rapport à l'objet d'intelligence artificielle. Pour le simplifier, mais on pourrait dire que à quoi sert l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est l'objet auquel on pose la question qui nous donne des réponses? Ces réponses, parce qu'elles manient des connaissances bien plus vastes qu'on peut synthétiser, qu'on ne peut pas synthétiser, pardon, s'imposent à nous, et le savoir-faire professionnel vient s'atrophier, se réduire et devenir juste un savoir prompter, un savoir poser la question et récupérer la réponse et finalement l'appliquer dans une position qui est finalement pas tout à fait capacitante. Au contraire, si on dit que la position du travailleur n'est pas merci. La position du travailleur n'est pas uniquement d'être destinataire de la réponse et d'appliquer, mais au contraire d'être dans une autre type de position, par exemple celle, on l'avait mis dans les rapports de Laboria, de mettre des apprentissages de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de dire à l'aune de sa connaissance et sa compétence d'un secteur donné, des différentes données qui existent, des différents rapports, différents textes, différents livres, gouverner et apprendre à l'IA à apprendre. Vous voyez, on est dans une position où, d'un côté, on est relativement passif, on reçoit et on applique. De l'autre, on est dans une position bien moins passive et au contraire, on possède l'outil et on lui donne matière à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que en vrai, la façon dont les salariés peuvent s'approprier, enfin, les travailleurs, pas seulement les salariés, s'approprier l'objet, dépend très largement de la synthèse, ce que nous on appelle la synthèse socioproductive, c'est-à-dire la façon dont on tisse la position des humains par rapport aux machines, la façon dont on sait partager ces différentes tâches en essayant justement de ne pas les confondre, de ne pas aliéner et automatiser les humains, mais au contraire d'augmenter leurs capacités et de les désautomatiser. Et là encore, ça paraît simple à dire, mais quand on parcourt, comme nous on le fait, les mondes du travail, on trouve beaucoup de machines qui font des métiers d'humains et beaucoup d'humains qui font des métiers de machines. Et donc, il y a un vrai sujet de retisser ces synthèses socioproductives à l'aune de ces capacités. Je crois que pour ça, il y a une boussole qui peut être tout à fait intéressante à suivre, et d'ailleurs qui est en fait l'énorme clivage scientifique qui parcourt l'histoire de l'IA depuis les années 40, parce qu'on a l'impression que c'est une nouveauté échevelante, mais en fait, c'est une vieille dame de 90 ans, l'intelligence artificielle. Donc ce paradigme, ce clivage, c'est justement l'affrontement entre ceux qui ont pensé que cet objet-là pourrait remplacer les humains versus ceux qui ont pensé que cet objet-là était fait pour les augmenter et pour augmenter leur capacité. Donc il y a un énorme travail théorique sur ce sujet. Je crois que tenir l'intelligence artificielle comme un objet d'augmentation et non pas comme un objet de remplacement est un vrai sujet et une vraie manière en fait de savoir où et comment la positionner. Et puis, j'en termine par là, il faut m'arrêter si c'est trop long. Là, ça va. Là, ça va aller. Nous qui regardons un peu les effets de l'IA sur l'emploi,
sur le travail, de plus en plus, on arrive à conceptualiser et à voir différents éléments qui nous laissent à penser que l'intelligence artificielle ne va pas générer des hémorragies d'emplois gigantesques et tout automatisées et peut avoir besoin d'humains. Loin s'en faut, au contraire même. Il est fort possible que les besoins soient en augmentation plutôt importante dans les années à venir. Ça ne règle pas la question de différents types de populations dont le métier s'en va, il y a des besoins ailleurs, mais ça correspond pas. Mais c'est un autre sujet. En revanche, ce qui nous préoccupe plus, c'est la question de l'effort et de l'expertise. De savoir à quoi ça sert de persévérer dans l'effort, d'affronter la matière, le travail, la difficulté de la tâche, si des objets numériques, et notamment l'intelligence artificielle, sont capables de tout synthétiser, tout absorber et faire en quelques fractions de secondes, plus l'humiliation qui va avec, ce qu'on a mis 15 ans à maîtriser comme geste professionnel. À quoi ça sert d'avoir encore une expertise? À quoi ça sert de persévérer dans l'apprentissage? À quoi ça sert d'essayer d'être bon alors que des dispositifs relativement moyennisants, je disais c'est de la proba, donc la proba c'est moyennisant, peuvent faire un certain nombre de choses et venir dévorer cette expertise. Et là où je crois les mondes du travail ont intérêt à être particulièrement vigilants, c'est sur ça. C'est sur la façon dont l'expertise et l'effort ne sont pas dévorés par l'intelligence artificielle, mais au contraire, comment est-ce qu'on trouve des synthèses socioproductives pertinentes qui, à partir de ces différents outils, augmenter les humains pour leur permettre d'être très humains et non pas transhumains, et d'appliquer leurs expertises plurielles et leurs intelligences plurielles autour de cet objet qui n'est pas à mettre face, mais qui est à tisser dans une façon dont on peut s'acquitter de sa tâche et de son métier. Et voilà, ça fait partie de ces éléments-là que l'on peut s'approprier. On peut parler d'une autre chose, du temps gagné par l'intelligence artificielle. Où est-il ce temps? Tous les salariés nous disent, mais en fait, on nous dit, on voit plus de temps gagné, on a l'impression d'en avoir beaucoup moins pour faire quoi que ce soit. La question de pouvoir se balader dans son travail. Travailler, c'est bidouiller, c'est justement régler les process qui doivent marcher, mais qui ne marchent pas en réalité. Le travail, il se joue à cet endroit-là. Or, précisément, à travers des objets de ce type qui sont par ailleurs auto-apprenants, on bidouille quoi? On règle quoi? Comment on fait? Donc, voilà, c'est toutes ces questions qui doivent devenir des items d'un dialogue social technologique. Et donc, le dernier point, c'est comment est-ce qu'on fait de ces objets-là des objets de dialogue? Comment on ouvre la boîte noire? Comment on répartit le temps gagné? Comment est-ce qu'on défend l'effort et l'expertise? Comment on positionne les machines, les intelligences machiniques par rapport aux intelligences humaines pour en faire des choses qui apportent et à tous les plans, d'un point de vue de compétitivité, d'un point de vue de rentabilité, d'un point de vue de qualité du travail. Chacun peut se poster comme il veut dans cette question. Mais comment est-ce qu'on reconstruit ces synthèses avec la difficulté qui est que si c'était qu'une affaire de compétences, si c'était qu'une affaire d'organisation RH, ce serait presque facile. Si c'était qu'une affaire de formation, ce serait aussi facile. En fait, c'est une affaire de formation qui fait évoluer des métiers, qui fait évoluer des identités professionnelles dans un contexte de marché qui change, avec des besoins et des produits qui évoluent aussi, avec des modèles économiques qui se transforment. Et c'est tout ça que ça bouge en même temps. Et l'un des enjeux est de pouvoir avoir ce niveau de regard et de globalisation pour pouvoir saisir en fait l'IA dans toutes ses composantes et dans toutes ces dynamiques de ce que ça fait bouger dans les entreprises. Merci beaucoup. On aura tout à l'heure, à la fin de la table ronde, un témoignage de deux élus de la SACEM que je vous présenterai tout à l'heure, qui sont avec nous ce soir. Je pense que comme l'intervention de François-Xavier et celles qui vont venir, ça résonne quand même pas mal aussi avec les discussions qu'on a eues sur votre situation. Je vais prendre quelques questions ou remarques dans la salle et puis après dans le chat. Et puis, voilà. Par contre, on n'a pas beaucoup de micros, on n'a que deux, donc il ne faut pas parler à haute et intelligible aux voix. Il y a une question, alors je pense qu'elle s'adresse autant à François-Xavier qu'à la cause interlocutrice de ce soir. C'est la question de l'impact environnemental, à la fois dans la mise en œuvre des outils d'intelligence artificielle et puis aussi le coût énergétique de l'utilisation de ces outils. Donc la question c'est, est-ce que vous allez l'aborder et est-ce que dans le dialogue social, il va être question de cette question environnementale?
Eh bien, il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon du tout. Il n'est pas du tout bon, l'impact environnemental. Alors, après, ça dépend comment on compte, là encore. C'est-à-dire que les data centers, par exemple, qui s'implantent en ce moment, mettent en avant le fait que ils ont de plus en plus d'énergie décarbonée qui vient du nucléaire ou de renouvelables et que donc, en termes de coût de carbone, c'est relativement faible. D'autres acteurs mondiaux nous disent, mais nous, en fait, on suit le soleil et le vent pour faire nos calculs, donc on envoie dans les data centers qui sont en plein jour et en plein soleil pour maximiser les énergies renouvelables. En vrai, il n'est pas bon. En vrai, il n'est pas bon. En tous les cas, c'est particulièrement consommateur. Et indépendamment de la question carbone, pas carbone, en fait, l'intelligence artificielle dans son développement nous met toujours dans la même logique de toujours plus. Toujours plus d'électricité, toujours plus d'énergie, toujours plus de consommation. Ajoutons à cela la question de où s'implantent ces data centers. Il y avait une étude dans le Guardian il n'y a pas très longtemps qui montrait comment est-ce que des data centers, s'implantant dans des zones relativement désertiques, pour en effet bénéficier de la chaleur et autres, et pas forcément réchauffer, puisqu'ils rejettent de la chaleur, mais dévorer les ressources en eau d'un point de vue local. Donc, la manière dont ces objets s'insèrent en réalité est tout à fait possible. Et là encore, ça fait partie de ces questions de mise en visibilité et de mise en discussion de ces objets-là. Il n'est pas possible que le data center reste une infrastructure entièrement cachée et invisible à la décision et à la discussion démocratique, y compris sur la répartition de l'eau et de l'électricité sur un territoire. On a un vrai sujet de révélation de ces objets-là et de les inscrire dans la possibilité d'un débat public. Alors on nous dit, il y a des raisons de sécurité, donc on peut pas vous dire où ils sont. Ah, d'accord, mais la Maison-Blanche, il y a des raisons de sécurité, on peut nous dire où elle est, quoi. Et donc, après, il y a d'arguments autour de ça, mais donc, il y a un vrai sujet de réappropriation démocratique de ces infrastructures-là et de ces modes de calcul dans la possibilité justement de les gouverner. Et donc, non, le bilan est pas bon. Après, il faudra aussi se poser la question de qu'est-ce qui circule dans ces data centers. À quoi sert ce calcul? Dans quelle mesure est-ce que la multiplication des vidéos ne pose pas un problème? Vous savez, le flux Internet est représenté à un quart par de la pornographie. Donc, en vrai, on peut multiplier les data centers par 10, 150 000. Enfin, il y a peut-être une question d'usage, de qu'est-ce qu'on met aussi à cet endroit. Alors, ça fait moins de calculs que de stockage de vidéos en l'occurrence, ce n'est pas nécessairement ça qui est le plus gourmand, mais en tous les cas, encore une fois, l'objet boîte noire doit être ouvert. Et que ce soit dans le fonctionnement de l'algorithme, que ce soit dans le data center en tant que tel, que ce soit dans toute l'architecture de la tech, pour pouvoir avoir des éléments là-dessus. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à être précis sur le calcul et sur la façon dont il fonctionne et sur ce qu'il coûte. Mais si les opérateurs que sont Microsoft et Amazon envisagent de développer et de déployer leur propre centrale nucléaire dans des petits réacteurs, OpenAI aussi, c'est bien que c'est particulièrement coûteux en termes énergétiques. Ce qui ne veut pas dire carbone, mais en termes énergétiques. Bien, merci. Je pense que Georges Meyer reviendra aussi peut-être là-dessus tout à l'heure. On aura le temps. Je vais tout de suite inviter Luc à nous rejoindre. Euh, alors, Luc Mathieu, vous êtes secrétaire national à la CFDT en charge de pas mal de chantiers, un politique économique, épargne salariale, politique de rémunération, pouvoir d'achat, consommation, politique vers les cadres et la question du numérique. C'est à ce titre-là que vous êtes avec nous ce soir. Vous êtes aussi ancien secrétaire général de la Fédération CFDT Banque et Assurance. Alors, si je le dis, c'est pas neutre. C'est parce qu'il s'agit d'un secteur qui est particulièrement percuté par la question qui nous réunit ce soir. Et donc, en tant que responsable syndical, ma première question, c'est qu'est-ce que vous préconisez, vous, à vos militants, lorsqu'il s'agit d'aborder la question de l'intelligence artificielle dans leur entreprise? Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Alors, avant de répondre à la question, moi, je voudrais quand même faire un petit rappel rapide
de l'ensemble des enjeux qui sont tirés par la question d'intelligence artificielle, parce que du coup, ça croise beaucoup de choses. On a parlé de l'impact environnemental, mais le premier impact, ben, il y a des impacts qui sont aussi à la fois technologiques, économiques, stratégiques, des impacts de sécurité, parce que j'allais dire que dans ce monde numérique, en fait, ce monde numérique, il est extrêmement matériel. On parlait des data centers, on pourrait parler des métaux rares, on pourrait parler des puces électroniques, on pourrait parler des câbles transatlantiques, des satellites, etc. Tout ça, c'est très matériel. Et ceux qui maîtrisent d'une manière ou d'une autre l'accès à ces infrastructures, ils ont un avantage concurrentiel très important et un contrôle sur les choses quand même extrêmement important. Et donc, il y a derrière tout ça aussi des problèmes de souveraineté qui peuvent expliquer ici ou là aussi, en termes de géopolitique, un certain nombre de mouvements. Derrière tout ça, il y a aussi la question des données, donc la question de la captation des données, la question de la valorisation des données, la question de la création de la valeur à partir de ces données et la question du partage de la valeur. Je signale d'ailleurs qu'avec l'IRES, on a fait travailler l'IRES sur la question du modèle économique, enfin, du modèle de l'économie de la donnée au travers sur deux secteurs différents que sont les fabricants, les producteurs d'électricité d'un côté et la grande distribution de l'autre, hein, une étude qui sortira à la rentrée et qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Il y a la question évidemment de la cybersécurité. On voit bien aujourd'hui que le modèle il est aussi fragile d'un point de vue sécuritaire, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les enjeux éthiques, les enjeux sociétaux, parce que, vous parlez des biais algorithmiques, il y a des enjeux éthiques derrière tout ça. La place des femmes, par exemple, dans le monde du numérique, elle est aussi créatrice de biais importants qui ont été démontrés parce que les femmes sont assez absentes de ce monde-là. Il y a des enjeux très importants pour l'action publique, parce que l'action publique, l'État a beaucoup numérisé son action, ce qui est très bien, mais et c'est très pratique pour tous ceux qui ont accès et savent s'en servir, mais d'un côté c'est très utile, mais de l'autre, pour pouvoir l'utiliser, il faut savoir lire, il faut savoir lire le français, il faut être équipé de matériel, il faut être dans une zone qui est connectée, parce qu'il y a moins de zones blanches qu'avant, mais il en reste quand même toujours. Et le défenseur de droit a montré qu'il y avait dans ce pays 10 millions de personnes qui étaient empêchées dans l'utilisation de leurs droits à cause de ça. Donc là aussi, un champ qu'on ne va pas développer ce soir, mais qu'il faut avoir à l'esprit quand même. L'enjeu environnemental, j'y reviens pas, on en a parlé. L'enjeu de responsabilité sociale des entreprises aussi, parce que l'apprentissage des intelligences artificielles, la plupart, se font dans des pays assez lointains, payés, on va dire, à des coûts défiant toute concurrence. Et donc ça, c'est aussi une question, il y a aussi une question de responsabilité sociale. Et puis après, c'est aussi, évidemment, j'y viens, à la question de l'enjeu sur l'emploi en général. Je dis emploi parce que je dis à la fois la question du volume de l'emploi, la question du contenu des emplois et la question des conditions d'exercice de l'emploi, c'est-à-dire des conditions de travail, etc. Et, première question qui vient à l'esprit, enfin en tout cas, première chose qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, d'ailleurs, contrairement à ce que certains veulent essayer ou font semblant de croire. C'est-à-dire que rien ne nous est imposé par personne, y compris dans les entreprises. Et donc, quand on installe un système numérique, algorithmique ou d'intelligence artificielle générative, ça se fait dans le cadre d'un objectif de résultat attendu, voire d'une stratégie. Et cette stratégie, ces résultats attendus, il convient de les interroger. C'est-à-dire, il y a, très bien, mais il y a faire quoi? Faire quoi dans l'entreprise? Or, cette question, elle passe un peu à la trappe. Je trouve, et il faut revenir là-dessus. Alors, il se trouve qu'il y a une information consultation des CSE annuellement, normalement, sur la stratégie d'entreprise, et on considère qu'effectivement, cette question, elle doit être intégrée à l'intérieur du débat sur, sur la question de la stratégie de l'entreprise. C'est très important parce que, en fait, en fonction, et là, vous comprenez qu'en fonction de l'objectif ou de la stratégie qu'on assigne à ces outils-là,
les impacts sur le volume d'emploi, sur la manière d'exercer l'emploi, sur les conditions de travail, ils peuvent être très différents d'un secteur à l'autre. Et moi, quand j'étais encore en responsabilité de la Fédération en banque et assurance, alors à l'époque, on ne parlait pas d'IA, mais bon, c'était il y a 5 ans, hein, mais on parlait beaucoup moins d'IA qu'aujourd'hui. Et j'avais interrogé des dirigeants d'entreprise. On voyait bien qu'il y avait deux axes de politique quand même. Il y avait ceux qui disaient, ben, moi, je veux que mes systèmes numériques permettent aux salariés de mieux faire leur travail, parce que je sais que, pas parce que je veux être un saint, mais simplement parce que derrière, je sais que je vais rendre service, mon service à la rendu à la clientèle il va être meilleur, donc du coup, j'aurai du chiffre d'affaires supplémentaire, etc. Et puis, il y en avait d'autres qui disaient rien, mais dont on voyait bien que l'objectif était d'encaisser les gains de productivité par la suppression des emplois, très clairement. Et bon, je ne vais pas citer les banques, mais vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui ont considérablement supprimé des agences bancaires, etc. Alors, il y a aussi d'autres raisons, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'il y a deux axes et qui relèvent justement cette question de comment on affecte et à quoi on affecte les gains de productivité. C'est la question que tu as abordée un peu tout à l'heure. Et ça apparaît très important. Et puis après, il y a effectivement la question du contenu des emplois, des compétences, donc de qu'est-ce qu'on fait, et puis la question des conditions d'exercice, avec des changements très importants en termes d'intensification du travail, en termes de lieu de travail, y compris de lieu de travail, parce que tout ça va se développer ensemble, la question du management, la question y compris de l'évaluation des salariés, ou de la surveillance des salariés, tout ça est facilité par l'ensemble de ces outils. Et donc, il y a, j'allais dire, volume d'emploi, contenu de l'emploi, conditions d'exercice de l'emploi. C'est le cœur de ce que de ce que font les élus dans les CSE, dans les CSE aujourd'hui, dans les CE avant. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'élus qui hésitent à rentrer dans le débat parce qu'ils ne se sentent pas légitimes à aborder cette question, parce que c'est une question compliquée, parce que c'est technique, qu'ils ont peur de dire des bêtises, etc. Et moi, je leur dis, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Alors, il y a des aspects, évidemment, on ne leur demande pas d'être des techniciens de l'IA, hein, mais analyser quelles sont les compétences quelles sont les conséquences sur les compétences, comment on peut travailler, quelles sont les conséquences en termes de conditions de travail, etc. C'est le quotidien ces élus dans les entreprises. Et donc, il faut qu'ils fassent ce travail qu'ils savent, à part ça, extrêmement bien faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de dialogue social, évidemment. Alors, le dialogue social, c'est à la fois ce qui se passe dans les CSE, les informations consultations. Moi, c'est y compris de la négociation autour de ces sujets. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de négociation sur ce sujet. Et au mieux, les entreprises produisent des chartes. Produisent des chartes qu'on ne discute pas forcément avec d'ailleurs les représentants du personnel. Produire des chartes, c'est un acte unilatéral de l'entreprise, d'une manière ou d'une autre. Évidemment, ce n'est pas du tout satisfaisant. Donc, il y a eu, à part ça, 2 accords européens sur la question du numérique et de l'intelligence artificielle. Il y en a un qui date de 2020 euh, sur les entreprises du privé. Il y en a un qui date de 2022 sur les entreprises du public, les fonctions publiques. Nous, on demande depuis longtemps à ce que ces accords soient déclinés en droit français. Pas forcément pour créer énormément de droits, mais pour l'adapter quand même. Parce qu'on voit bien ce que tu disais sur les intelligences artificielles qui bougent, qui s'étendent, etc. Quand vous faites une infoconsulte, alors je parle sous le contrôle de genre, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais vous faites l'infoconsulte, quand vous installez un projet, vous la faites une fois. Et puis après, l'infoconsulte, elle a été faite. Et donc, 10 ans après, le truc s'est multiplié par 10, etc. C'est pas sûr que vous recommenciez à faire une infoconsulte. Donc, il y a peut-être cette idée d'infoconsulte récurrente autour de et ça, il faut en parler. On a réclamé aux organisations patronales depuis maintenant assez longtemps cette négociation interprofessionnelle qui permettrait de dire 2 choses. D'abord, que le sujet est un sujet de dialogue social, qui n'est pas très clair, hein, ce qui n'est pas très évident concrètement. Souvent, les entreprises, on n'a pas non plus des milliards de cas, mais disent oh ben,
On leur dit bah, il faut que les observateurs des métiers dans les branches travaillent sur quels sont les impacts sur les compétences de l'installation pour les métiers de ces outils, etc. Ils disent oh, on n'a pas le temps, parce que ça va très, très, très vite. Et donc, ça va très, très, très vite, donc on n'en parle pas. Et voilà. Mais alors, c'est pas vrai, ça va pas si vite que ça. Euh, c'est très important, au-delà de l'objet même, de voir quel impact ça a effectivement aussi sur la sociologie des métiers, tu disais, etc. Parce que je vois par exemple la banque, c'est un secteur dans lequel, je ne sais pas s'il y a des gens de la banque dans le public là, mais où on progresse. Il y en a dans le chat, très bien. C'est-à-dire, plus on est technique et compétent techniquement, plus on progresse dans l'hierarchie. Or, évidemment, aujourd'hui, avec des outils qui intègrent cette dimension technique, la question est posée. La question est posée, finalement, on a un peu moins besoin de technique, mais plus peut-être d'autre chose. Mais en même temps, il faut garder de la technique parce qu'il faut être. Ça aussi, aujourd'hui, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, bon, moi, je dis 30%, mais je n'ai pas évidemment le chiffre exact, mais quand vous interrogez justement du fait de la manière dont sont fabriqués ces outils, une intelligence artificielle, il y a quand même une part de déchets qui est quand même assez importante. Donc, il faut être en capacité de porter un jugement sur le résultat et de la question qu'on a posée. Parce que si vous prenez pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte, tout ce que vous raconte l'intelligence artificielle, vous allez au-devant de graves problèmes. Et une des inquiétudes, c'est qu'effectivement, il y a l'utilisation off de l'intelligence artificielle dans les entreprises aujourd'hui, donc des salariés qui l'utilisent mais sans le dire, pour faire leur propre boulot. S'ils ne font pas ce travail de validation de ce que leur raconte l'outil, leur responsabilité peut aussi quelquefois être mise en cause par l'employeur, etc. Donc tout ça, il faut voilà, être très attentif à tout ça. J'ai pris beaucoup de temps ou ça va encore? Faut y aller, hein, faut se mettre à conclure. Très bien. Non, voilà. Donc, moi, je dis que simplement, en transversal à toutes ces questions-là, il y a la question du dialogue social. Il ne faut pas croire que les employeurs, d'ailleurs, n'ont pas plus de problèmes ou plus de questionnements que les représentants des salariés autour de la table. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en fait pas un sujet de dialogue entre employeurs et les représentants des salariés. Et je crois qu'il faut que. Et moi, je crois beaucoup à la formation conjointe des employeurs et des représentants des salariés, où finalement on se met autour de la table et on apprend en même temps la même chose, ce qui a pour principal avantage de mettre la même chose derrière les mêmes mots, qui sinon, ça commence souvent peut-être assez mal de ce fait-là, et être en capacité de dire, bah non, collectivement, on ne sait pas. On ne sait pas ça, on va voir, on va faire des expérimentations, on va vous associer, on va faire des retours d'expérience, etc. Je pense que c'est très important de faire ça, en tout cas c'est ce qu'on promeut. Et, et en tout cas, je dis toujours aux représentants des salariés, il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le débat. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le débat parce que sinon ça va se faire sans nous. C'est quand même, ça serait quand même un peu problématique. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Est-ce qu'il y a dans le chat des questions? Mais il y en a dans la salle, allez-y, ou des interventions. Oui, en fait, c'était une question au niveau du. Merci. Merci. C'était une question au niveau du contrôle de l'activité de l'IA, puisque, comme vous le soulignez, elle peut produire je crois, selon les termes choisis, des miracles ou des hallucinations. Aujourd'hui, on a encore des gens qui ont l'expertise technique pour les déceler. Au fil du temps, on va avoir de plus en plus recours à l'IA. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, que ces experts capables de la contrôler, de contrôler les résultats, disparaissent au fil du temps? Et dans ce cas-là, comment on pourrait faire pour l'éviter? On va peut-être prendre l'autre question derrière, une autre intervention. Une question différente. Comment les syndicalistes s'approprient aussi pour leur travail syndical la question de l'IA? On a vu que pour la question du numérique, généralement, des réseaux sociaux, ils pouvaient se faire déborder par des collectifs qui étaient capables de rassembler, de faire des grèves, on a vu chez les cheminots, etc. Là, comment ça se passe au sein de la CFDT?
cette appropriation par les militants de l'IA, y a-t-il pas finalement un risque de décrochage des militants quand on ajoute aussi la crise des vocations militantes, le vieillissement des militants et des militantes, enfin bref, et à terme peut-être aussi un décrochage du syndicat, sans parler du syndicalisme. Ouais. Il me semble qu'il y avait une troisième main qui se levait, non? Ok. Dans le chat, Isabelle? Il y avait une question, mais il y en a quelques questions avec lui. C'était est-ce que les élus du CSE peuvent s'opposer à l'IA? Bon, la question est peut-être un peu large, mais en tout cas, on y reviendra. Tu as déjà dressé quelques pistes, et puis on reviendra sur dans le cadre, en tout cas, de l'exercice de leur mandat, comment ils peuvent en participer le mieux possible à l'élaboration d'une réponse moins problématique. Alors, les organisations syndicales, elles sont concernées comme tout le monde par le sujet. C'est sûr qu'on ne va pas rester les bras ballants et sans trahir de secret. On a aujourd'hui, enfin, pour ce qui concerne la CFDT, les autres organisations, je ne sais pas, hein, deux projets d'IA qu'on fait avec Matrice d'ailleurs pour aider les élus et CFDT, enfin en tout cas les négociateurs CFDT à construire des accords dans le cadre de la négociation sociale dans les entreprises. Parce que vous savez très bien, enfin, j'imagine qu'il y a des négociateurs dans la salle, mais que quand tout d'un coup arrive une négociation dans l'entreprise, ben, le délégué syndical, la première question qui se pose, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a eu comme accord sur le sujet, etc., etc. Et donc c'est un outil qui va pouvoir répondre à toutes ces questions, y compris jusqu'à rédiger un projet d'accord qui serait un accord porté par l'organisation syndicale dans le cadre de la négociation. Il y a aussi un autre projet qui est plus documentaire, qui est de dire bah, il y a plein de données qu'on met à disposition sur le site internet de ce qu'on appelle accompagnement, recherche, conseil, plein de données qui sont mises à disposition des militants, plus des données, on va dire, publiques qui vont être le code du travail, etc. Et donc, c'est plutôt un outil qui va être un outil fermé, hein, qui va permettre d'interroger cette base de données de manière, dans un langage naturel, comme on dit, voilà, qui peut permettre aux militants d'accélérer leur recherche documentaire dans le cadre de leur travail. Donc oui, bah, les organisations syndicales, elles sont concernées, parce que si elles ne le font pas, c'est évident, ça risque d'être compliqué. De toute façon, l'organisation syndicale elle est fortement interrogée. Tout à l'heure, je parlais des lieux de travail. Vous avez bien vu que dans le cadre du confinement, bah, l'utilisation, enfin, le télétravail s'est très largement installé. Donc, ce qui veut dire que l'unité de lieu, l'unité de temps dans les entreprises, c'est un peu fini. Alors, ça dépend des entreprises parce que toutes ne peuvent pas, hein. Si vous êtes sur une chaîne dans une usine, c'est pas évidemment pas la même chose. Et donc, mais on voit bien qu'il y a des entreprises euh, qui mettent en œuvre le flex office, par exemple, etc. Donc, ça pose aussi des questions de management. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la question de comment est-ce qu'une organisation syndicale va à la rencontre des salariés, comment est-ce qu'elle est simplement en mesure de les voir et de parler avec eux, c'est une question. Avant que je parle de la Fédération de Banque et Assurance, chez Boursorama, qui s'appelle maintenant Boursorama, je crois, qui est la banque numérique de la Société Générale, ils ont signé un accord de télétravail où les nouveaux embauchés étaient sur site 2 jours par mois. Bon, oui, tout de suite, quand on est délégué syndical, du CSE, comment on fait pour aller voir ces salariés, etc. Bon. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, il va falloir évidemment trouver des réponses. Et puis sur la question de l'évolution des compétences et de comment est-ce qu'on ne perd pas en technicité, etc., je pense que personne n'a la réponse aujourd'hui, mais c'est une question, je dirais, qui est vieille un peu comme la science-fiction, hein. Déjà dans la science-fiction des années 60, on pose cette question-là où finalement les robots, alors c'est pas finalement privent, c'est pour ça qu'il y aura après qui se révoltent, etc., mais monopolise les compétences et voilà. Donc c'est des sujets qu'il faut traiter et c'est des sujets qu'il faut traiter dans les entreprises et c'est des sujets qu'il faut traiter dans les branches professionnelles parce que les branches professionnelles, elles ont les moyens de travailler, de faire des études par leurs OPCO sur la question de l'impact de ces technologies sur les compétences et la manière de faire
dans un contexte qui est, je dirais, déconnecté d'un moment de stress comme une installation d'un nouvel outil, etc., c'est qui se fait un peu à froid et donc qui permet quand même de réfléchir collectivement autour de ces sujets-là. Et moi, je suis frappé de voir que finalement, il y a assez peu d'observateurs des métiers qui travaillent vraiment sur ces sujets, hein. Normalement, moi, j'imaginais que tous les observateurs des métiers allaient avoir une étude en cours sur la question de l'impact. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, parce qu'il y en a quand même, hein, mais finalement assez peu par rapport à ce qui pourrait être fait. Peut-être tu veux compléter ce point? Bon, bah, si vous avez... si vous pouvez le faire en 1 minute, ouais. Sinon, plus tard, si on a le temps. Je vais Je bien, suis sévère, je sais. je vais bien compléter ce point. En fait, on a devant les yeux les énormes modèles de langage qui font absolument tout et qui dévorent beaucoup d'expertise. En tous les cas, on a l'impression qu'on n'en a pas besoin. Mais en vrai, dans des usages professionnels beaucoup plus fins, et y compris d'ailleurs pour des questions écologiques, c'est pas de ces énormes modèles dans lesquels d'ailleurs on ne peut pas mettre ses données personnelles quand on est une entreprise. Donc, c'est extrêmement limité en réalité. Et l'avenir, en tous les cas, ce qu'on voit dans l'IA, l'avenir des modèles d'IA, c'est plus ces énormes modèles qui vont continuer à faire peur, mais c'est des modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus perfectionnés, beaucoup plus ciblés sur des choses et propriétaires. Et donc, du coup, la question de maintenir une vraie expertise pour pouvoir leur donner la bonne information, les entraîner, les piloter, comprendre comment ils fonctionnent, s'adapter à une dimension évolutive pour avoir toujours un outil à l'état de l'art, et sans doute un endroit de discussion de l'homme et de la machine qui fait que l'expertise humaine a en vrai de beaux jours devant elle. Mais ça, il faut le construire. Et justement, il faut basculer à ça, il faut pas se dire, non, mais très bien, ChatGPT fera le job, quoi. C'était parfait. Bien, on va maintenant accueillir. Oups, ça marche ou pas? Ça marche ou pas? Ah, ouais, c'est bon. Donc, on va maintenant accueillir Julie Chambon. Euh, hop, Julie, ah, bah, pourquoi je ne l'ai plus sur mon. Oh, oh, oh. Voilà. Donc, tu es intervenante du cabinet Savex, experte habilité santé, sécurité, conditions de travail. Tu es basée dans la région lyonnaise. Et donc, comme experte habilité, tu as été amené depuis 2023 hein, maintenant à faire plusieurs interventions relatives à l'implémentation de systèmes d'IA dans les entreprises. Et tu as également une vue d'ensemble sur les interventions du cabinet. Et c'est aussi à ce titre que tu participes à cette table ronde. Alors avant de te donner la parole, je vais vous présenter en exclusivité les résultats du petit sondage qu'on a lancé avec les invitations à cette table ronde. Donc sondage qui par définition s'adresse, enfin plus simplement, ont répondu des questions des personnes qui se sentaient évidemment concernées par la question de l'IA. Alors, l'enquête IA, c'était où en est votre entreprise par rapport à l'IA? On vous découvrira ça, ce petit papier après. Donc, on a eu 430 répondants, ce qui est pas mal, hein. Donc 78% répondaient travaillent dans le secteur privé, à peu près la moitié de cadres, la moitié élus de CSE, les autres étant délégués syndicaux, représentants syndicaux ou autres. Et puis en termes d'entreprise, un tiers qui sont entre 1000 et 10 000 salariés, un autre petit tiers entre 50 et 300, et puis les autres se répartissant en de plus petites entreprises. Alors, en termes de résultats, euh, êtes-vous favorable à l'intégration de l'IA dans votre entreprise? C'est plutôt mitigé, 0,03 sur 5. On peut même dire que c'est pas mitigé. Pas mitigé, je ne suis pas un spécialiste des sondages. Bon, il y a quand même quelques craintes, visiblement. Deuxième question importante, où en est l'IA dans votre entreprise? 63% des personnes qui ont répondu disaient que c'était en cours d'instruction ou d'implémentation dans leur entreprise. Mais vous en avez eu quand même 21% qui disent que leur direction n'en parle pas. Et 16% que les salariés, de toute façon, comme
se servent de l'IA de manière informelle, en dehors du cadre décidé par l'entreprise, comme je pense à peu près tout le monde dans cette salle. Autre point, quelle est votre perception du risque autour de l'IA? Bah, vous avez quand même 64%, donc presque les deux tiers, hein, qui considèrent qu'il y a un risque sur l'emploi, avec un élu sur deux. Ah, c'est bien, j'ai pas rêvé, merci. Avec un élu sur deux qui déclare que l'IA dégrade ou risque de dégrader les conditions de travail. Et une personne sur deux qui ont conclu au sondage qui perçoit la préparation de leur entreprise à la question, l'implémentation de l'IA comme étant minime, voire inexistante. Dernier point, bah, je pense que ce ne sera pas une surprise, on en a parlé, et puis on va encore plus en parler avec Julie. 55% des élus de CSE interrogés déclarent ne pas être consultés sur la question de l'IA dans leur entreprise. Et parmi eux, près de la moitié des élus sont des salariés d'entreprises où on a vraiment mis en place des outils d'IA. L'IA pour quel usage? Alors 40% considèrent qu'elle a été mise en place pour aider les salariés à accomplir leurs tâches et 12% qu'elle réalise quand même des tâches à la place des salariés. Dernier point, sur la formation, vous avez 42% seulement des élus interrogés qui indiquent que des formations IA vont démarrer ou ont déjà démarré dans leur entreprise. Donc toute une série de points finalement qu'on va voir de façon plus approfondie avec Julie. La première question que je vais te poser, c'est quel constat fait Syndex sur le dialogue social relatif à la production de l'IA dans l'entreprise. Et il faut que je te passe le micro, on est d'accord. Oui, ben, merci, bonjour. Alors, moi, mon travail, ça va être de faire remonter un peu des éléments du terrain, comme on dit. J'espère que peut-être vous reconnaîtrez les stratégies de votre entreprise, que mes collègues reconnaîtront les interactions qu'ils ont avec les entreprises. Peut-être que les employeurs qui se cachent dans la salle ou dans le public reconnaîtront leur propre stratégie, on ne sait pas. Alors, nous, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a quand même une activité assez soutenue à Syndex, au moins depuis 18 mois sur cette question. On a recensé quand même une 60aine d'interventions, ce qui n'est pas rien, avec une petite accélération quand même depuis le sommet de l'IA qui a eu lieu en février. Donc ça a quand même augmenté considérablement les demandes qu'on peut avoir de la part de nos interlocuteurs, les élus. Alors, la moitié de ces interventions qu'on peut faire auprès des élus, c'est de la formation, de l'acculturation. Là, les représentants du personnel nous demandent de comprendre, ils veulent comprendre ce que c'est que l'IA. Ils veulent surtout savoir quelles sont les applications possibles dans leur secteur d'activité. Ils veulent pouvoir s'approprier des exemples de cas d'usage, par exemple. En fait, ils veulent se préparer, ils veulent savoir à quoi ils peuvent s'attendre. Et donc, on essaye de les aider dans ce sens-là. Et puis l'autre moitié, finalement, des interventions, c'est des interventions sur mission. Alors, dans la grande majorité des cas, on intervient dans le cadre des orientations stratégiques. Hein. Là, les élus nous demandent de réaliser un état des lieux des outils d'IA qui sont déployés chez eux. Alors, soit déjà déployés, soit en phase de test, soit à l'étude dans l'entreprise. Alors, ce qui est assez symptomatique, en fait, c'est qu'ils constatent, et ça va un peu dans le sens du sondage, hein, ils constatent qu'il y a des outils qui ont été déployés, ils en entendent parler, mais ils n'ont pas de vision d'ensemble, ils n'ont pas été consultés, et ils veulent prendre un peu la balle au bon. Ils veulent se dire, il faut qu'on impose du dialogue social sur le sujet, mais il faut d'abord qu'on sache de quoi on parle. Donc là, dans ces cas-là, on intervient pour les aider, on va essayer de débusquer les systèmes d'IA dans l'entreprise, on va essayer de comprendre la stratégie de l'entreprise pour pouvoir les aider justement à transformer ces déploiements en dialogue social. Et puis une autre partie de nos interventions, un peu plus classiquement, c'est des expertises sur des projets ou introduction de nouvelles technologies. Et là, on constate, alors qu'elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont certainement proportionnelles au nombre de consultants qui sont elles-mêmes pas très nombreuses. Et dans ces cas-là, ce qu'on note, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la plupart des cas, en fait, la consultation est arrivée à l'ordre du jour du CSE parce que les élus l'ont réclamé, parce qu'ils l'ont débusqué, parce qu'ils ont réussi à transformer finalement des projets
en consultation. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ça nous dit deux choses, hein. Ça veut dire que le dialogue social technologique, il n'est pas du tout acquis. En revanche, et ça, je laisserai la parole à Georges tout à l'heure, c'est de dire aussi, quand les élus se mobilisent, qu'ils arrivent à débusquer les systèmes d'IA, qu'ils utilisent les bons leviers, ben, ça marche. En fait, le cadre législatif, il est en faveur du dialogue social technologique en réalité. Donc, vous avez des atouts. Je vais te poser une deuxième question, je vais finir sur ce point-là. Eh bien, je voulais peut-être dire quelque chose. Eh ben, tu as le temps, vas-y. Une question que tu m'as pas posée, mais je vais quand même y répondre. Juste, je voulais faire un petit point sur les raisons qu'on a essayé de comprendre. Enfin, on a essayé de comprendre à Syndex pourquoi il n'y avait pas tant de consultations que ça. Et on a décrypté finalement quatre grandes raisons. La première, c'est, bon, je passe rapidement, le non-respect des prérogatives du CSE. Bon, bah, ça existe, hein. Il y a des employeurs qui ont un peu des stratégies d'évitement, qui n'ont pas tellement envie de mettre ce sujet sur la table. C'est un peu abyssal comme sujet, donc ils ne veulent pas se confronter, ça existe. On a aussi quand même des entreprises de taille importante dans lesquelles il y a une espèce de dilution du sujet. C'est-à-dire que les outils sont déployés de manière très descendante. Ils viennent parfois de loin, d'une entité de groupe, d'un copil hyper éloigné du terrain. Et là, les responsables en local, ils n'ont pas la main en fait. L'outil, il s'impose, le calendrier s'impose, et puis la consultation est court-circuitée de toute façon parce que tout le monde considère qu'elle n'a pas raison d'être. Bon, bah là, du coup, il faut d'autant plus récupérer la balle au bon parce qu'il y a des sujets autour de la transformation du travail qui sont structurants. On a aussi un manque de transparence avec toute une novlangue sur le sujet qui permet un peu de court-circuiter les sujets d'IA. On va parler de sujets, on va parler d'outils qui ne mettent pas du tout en évidence l'usage de ces nouvelles technologies. Alors, vous savez, on va parler d'outils d'assistance qui permettent de réduire ou supprimer les tâches à faible valeur ajoutée. C'est toutes ces tâches à faible valeur ajoutée qu'on ne connaissait pas jusqu'à il y a peu, mais maintenant, elles viennent envahir le monde du travail. On parle de plateformes de pilotage, d'outils de support décisionnel. Voilà, donc des termes qui n'évoquent pas du tout l'IA et du coup qui ne permettent pas aux élus d'être vigilants et de pouvoir intercepter ces projets au passage. Voilà. Donc on va continuer en mono-micro. Donc une question, deuxième question, finalement, donc, qui se pose donc à une expert. Dans le cadre de quelle consultation peut-on aborder les différentes dimensions des projets d'implémentation d'IA? Le terme d'expert nous impressionne toujours nous-mêmes un peu, hein. Alors, oui, bah, nous, ce qu'on porte à Syndex, c'est que ça a déjà été un peu abordé, hein, c'est que la question de l'introduction de l'IA, elle doit être vraiment abordée dans toutes les consultations et à chaque fois que vous en avez l'opportunité, ben, parlez-en et demandez à l'employeur d'en parler. Parce qu'en fait, ça a été dit tout à l'heure par Luc, les sujets d'IA, ça couvre tous les champs des prérogatives du CSE. Hein, on a des enjeux vraiment économiques, on a des enjeux sociaux, on a des enjeux environnementaux, et des enjeux en matière de santé au travail. Donc en fait, c'est toutes vos prérogatives là qui sont en jeu quand on déploie un système d'IA. Et donc l'idéal, ce serait d'abord d'aborder en anticipé la question du déploiement de l'IA et de la stratégie de l'entreprise dans la consultation sur les orientations stratégiques, pour parler de stratégie, pour parler d'impact sur l'emploi, les compétences, les métiers, etc. Hein, puis parler aussi de gouvernance et de pilotage. Au moment où les projets sont à peu près prêts, ben, l'idée c'est d'en parler dans le cadre des projets, donc avec les consultations sur projet et consultations liées à l'introduction des nouvelles technologies. Mais là, pareil, on peut balayer très large, hein, mais l'idée c'est de travailler sur l'organisation du travail cible, la transformation des métiers, la formation, aussi la prévention des risques professionnels. Hein. On n'oublie pas que tous les nouveaux risques doivent être évalués, inscrits dans le document unique. Et puis, on peut aussi là, aborder la question de protection des données, de respect du RGPD. Enfin, voilà, hein, la consultation sur ce projet, là, elle est l'occasion de vraiment balayer l'ensemble des dimensions d'un projet. Et puis, en suivi, on peut aborder la question du suivi des projets dans la consultation sur la politique sociale, puis la situation économique et financière pour aborder là les sujets plus économiques, la question du rationnel économique, les gains de productivité, retour sur investissement, le partage de la valeur, ce n'est pas un petit sujet. Et puis, au cours de toutes ces consultations-là, évidemment, aborder les enjeux environnementaux, hein, puisque ces enjeux-là peuvent être abordés dans toutes les consultations. Petit enjeu, là, important quand même,
qui va peut-être vous parler. En tout cas, nous, ça nous parle beaucoup parce qu'il y a vraiment un enjeu à identifier, un enjeu de gouvernance hein, sur les sujets d'IA. En général, il y a une multitude d'acteurs qui sont concernés. Euh, en tout cas, les acteurs qui vont implémenter les outils d'IA dans vos entreprises, c'est du côté de la direction générale, du côté de l'innovation et la R&D. Ça mobilise les services informatiques, le réglementaire, la compliance, les ressources humaines, etc., etc. En général, ça, c'est des interlocuteurs qu'on a peu en CSE. Et donc, tout l'enjeu pour les élus et pour nous, experts, c'est d'avoir les bons interlocuteurs pour pouvoir aborder toutes ces dimensions. C'est parfois un peu un jeu du chat et de la souris, hein, on s'accroche, et vous devez vous accrocher aussi, mais en tout cas, si vous voulez avoir une vision de l'ensemble de ces sujets, il faut pouvoir avoir les bons interlocuteurs. Je pense que c'est d'autant plus un jeu de chat et de la souris qui doit même se faire au sein même des directions de certaines entreprises. Absolument. Je pense que le jeu reviendra tout à l'heure hein, sur la question de la consultation sur projet et de ce qu'on disait déjà en introduction, c'est que ce n'est pas des projets comme les autres. Donc la réflexion à avoir sur la façon dont la consultation se fait. Donc comme je l'ai dit en te présentant, tu es une intervenante santé, sécurité, conditions de travail et c'est pour ça en fait que tu as été beaucoup sur les questions d'intelligence artificielle, puisque précisément, il y a des impacts qui concernent directement l'organisation du travail et les conditions de travail. Et donc, finalement, sur le terrain, quels sont les effets du déploiement des systèmes d'IA que le cabinet constate, que ce soit donc en termes d'organisation du travail ou de conditions de travail? Oui, alors évidemment, c'est un peu une question difficile parce qu'il y a autant de situations d'entreprise et de types d'outils déployés, donc il y a plein de configurations. Mais quand même, il y a un peu des lignes, des lignes un peu structurantes. Alors, le premier constat, c'est que le travail au sens large est grand absent des projets de déploiement de l'IA, ça c'est certain. Alors, à la fois au moment de la conception des outils et puis sur l'identification des cas d'usage, etc., ça, les salariés sont très peu dans la boucle des projets. On les sollicite très peu pour savoir de quoi ils ont besoin finalement. Et puis aussi dans la gestion des compétences et des parcours. La plupart du temps, le service des ressources humaines, la gestion des parcours et des compétences n'est pas pensée en amont des projets. On déploie des outils, donc après, on gère les parcours. C'est un peu dommage. Des fois, la logique est assez différente, mais c'est très rare, là où dans certaines entreprises, les RH sont embarqués dès le démarrage des projets. Donc ça, c'est le premier constat, le travail absent. Le second constat, ça c'est vraiment intéressant, parce que je pense que vous pourrez peut-être vous y retrouver, c'est des entreprises qui mettent à disposition des outils dont l'usage est sur la base du volontariat. Donc des entreprises qui disent, bah voilà, on vous donne des outils d'IA. Par exemple, ça peut s'intégrer dans nos suites bureautiques, on ne citera pas de nom, mais c'est des outils qui aident à la prise de notes, à la rédaction, à la recherche d'informations, à la gestion des mails, la traduction, ça fait des synthèses, ça prend des notes sur nos réunions, etc. On peut aussi avoir des outils plus structurants, comme j'ai vu ça dans une entreprise, des outils de coding pour les informaticiens, les développeurs, vraiment des outils métiers qui sont assez structurants de l'activité. Et là, l'employeur ne fixe pas de prescription du travail. Alors, on peut se dire, bon, bah, ça c'est bien parce que chacun s'approprie les outils à son rythme. Mais en fait, on voit vraiment des écueils là-dessus. On voit qu'il y a évidemment un risque de fracture numérique qui est important entre ceux qui vont être appétents, qui vont tester, et puis les autres. Et puis finalement, ce qu'on voit, c'est que de non obligatoires, ces outils s'imposent un peu insidieusement. Ça devient un peu une nouvelle norme du travail. Les salariés, ils nous le disent très bien. Hein, ils nous disent, ben, en fait, il y a des questions maintenant que j'ose plus poser à mes collègues parce que normalement, l'agent conversationnel, je sais qu'il va pouvoir me répondre. Donc, bon, il y a des questions, j'évite de les poser à mes collègues. Alors, ça déstabilise quand même pas mal les modes de collaboration. Ça pose des questions sur les parcours d'apprentissage des novices, évidemment, et puis de la manière dont ils peuvent être épaulés par les plus expérimentés. Et puis, ils nous disent aussi, les salariés, bah, il y a quand même une certaine pression sociale hein, pour utiliser ces outils. Si on ne les utilise pas, il y a un petit risque de ringardisation quand même qui va vite. Et puis aussi, on a finalement un discours un peu ambivalent, c'est-à-dire que la direction dit vous n'êtes pas obligé de les utiliser, on les met à votre disposition, mais finalement, il n'y a pas de gain de productivité attendu, mais finalement, on voit que les échéances s'accélèrent, que le rythme des projets s'accélère, que tout le monde va un peu plus vite, parce que finalement, on compte sur les outils pour aider tout le monde à aller plus vite. Ceux qui ne les utilisent pas, ils peuvent être à la peine. Je me souviens d'un employeur qui me disait que oui, alors donc les outils n'étaient pas obligatoires, mais quand même qu'il trouverait bizarre que les salariés ne les utilisent pas, étant donné la qualité de ces outils, la manière dont ils pourraient les aider.
même, il disait, ça poserait des questions quand même sur leur capacité d'adaptation. Hein. Donc, c'est très ambivalent comme discours. Bon, c'est pas toujours celui-là, mais quand même, c'est assez marquant. Et puis, constat complètement à l'inverse, des entreprises où les outils sont extrêmement présents, où les directions sont très prescriptives sur l'usage de ces outils. Là, on parle par exemple des métiers de la relation client, les métiers de la banque, les assurances, les téléopérateurs. Bon, ben là, on a une hyper personnalisation de la relation client. D'un côté, il y a une IA qui analyse des données finement, qui va faire des offres personnalisées aux clients. Les salariés, eux, ils doivent suivre la prescription algorithmique. Donc, ils doivent rappeler les clients quand on leur demande de le faire, enfin, quand l'algorithme leur dit de le faire. Ils doivent imposer des propositions commerciales, ils ont des scripts de discussion. Bon, ben là, les conséquences, elles sont un peu celles qu'on imagine avec l'IA, en fait. Hein, la transformation des compétences, les conflits éthiques possibles. Quand je connais mon client, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que l'algorithme me suggère de proposer, les questions de fiabilité de l'outil, bon, tous ces sujets qui finalement sont ceux qu'on imagine le mieux avec l'usage de ces outils. Puis je terminerai un peu avec une liste à la Prévert. Évidemment, la menace pour l'emploi, on en a parlé, mais c'est quand même pas une mince affaire, parce que même si on dit qu'au global, il n'y aura peut-être pas de perte d'emploi, bah, au niveau des parcours individuels et des individus, si, il y en aura, hein, bien sûr. Les métiers de la traduction, la presse, l'édition, enfin, ceux qui font de la correction, de la mise en page, de l'editing, ils savent déjà qu'ils sont très menacés, c'est très concret. Toutes les personnes qui font du contenu standardisé, du support client de niveau 1, par exemple, bon, bah, c'est pareil. On a parlé des processus de reconnaissance qui sont bouleversés, je n'y reviens pas. Et puis, bah, quand même, on n'oublie pas qu'il y a des utilisateurs qui sont plutôt appétents quand même pour ces outils. Et donc, bah, il faut quand même le dire. Alors, on ne savait pas trop hein, si 3 sur 5, c'était en termes d'acceptabilité sociale, c'est beaucoup, pas beaucoup. Moi, je trouvais que c'était quand même plus que ce que j'imaginais. Même si finalement 3 personnes sur 5 sont plutôt OK avec l'implémentation des outils, mais que 60% en ont peur. Ça, c'est quand même un peu peut-être quelque chose qu'on peut nous-mêmes ressentir, un peu cette ambivalence. Voilà, donc en fait, nous, de notre point de vue, ce qu'on voit là déjà dans les entreprises, c'est qu'il y a des changements importants de métier, du travail, et puis ça a été dit même de notre rapport au travail. Je crois que c'est François Xavier qui disait ça. Hein. Bon, bah, c'est des sujets importants. Ça milite évidemment pour que les représentants du personnel soient informés, consultés, qu'ils puissent exercer pleinement leurs prérogatives. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Très bien. Effectivement, oui, tout à fait. Balayer un peu ce qu'on constate depuis plusieurs mois. S'il y a quelques interventions, questions dans la salle, bien sûr. Le micro. Volez. Merci. Oui, je vais revenir sur le sujet de l'information-consultation. Je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui se dit que maintenant, de la même façon que le sujet environnement, on peut le retrouver dans toutes les infos conçues. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, ça peut peut-être expliquer que c'est peut-être un peu prématuré, enfin, il faut que ça soit mis en place, mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, il n'y a aucune obligation légale de mettre le sujet IA en information-consultation. Et c'est pas écrit. Et ensuite, dites-moi s'il y a quelque chose de plus récent, mais au niveau de la jurisprudence aussi, c'est vrai qu'il y a juste une décision du tribunal judiciaire depuis 2025. Effectivement, c'était un projet qui a été suspendu, mais dans des conditions très spécifiques. Et donc, c'est vrai que c'est l'équivalent d'un conseil des prud'hommes. Tant qu'il n'y a pas effectivement une décision de la plus haute juridiction, ça peut toujours être modifié, etc. Je ne pense pas, enfin, peut-être que vous avez connaissance, mais s'il y a quelque chose de plus récent. Donc, c'est vrai que tant qu'on n'a pas de force obligatoire ici et donc vraiment d'informations sur ce sujet, ça peut expliquer aussi le fait que les entreprises, les employeurs en tout cas, pour l'instant, s'en saisissent pas. Le jour où il y aura l'équivalent d'une cour de casse, où il y aura effectivement un conseil d'État, pas tout de suite, mais sur ce sujet, bah, ce sera plus au choix. Juste par rapport, pour votre deuxième question, je laisse Jean Meyer répondre. Par contre, sur la première, quand même, on a dans le Code du travail inscrit 2 possibilités de consultation. Un sur projet important modifiant les conditions de travail. Donc, possiblement, il y a moyen de montrer qu'un nouvel outil modifie les conditions de travail. Et puis, on a surtout la mention de la consultation sur l'introduction de nouvelles technologies, et quand même plutôt en faveur de la consultation quand on parle d'outils IA. Non, oui, je suis d'accord, mais je dis juste sur le terme IA, c'est toujours plus clair. Mais nouvelles technologies, effectivement, ça parle. Mais vous avez raison, le terme IA n'est pas dans le code de travail. Je propose sur ce point juridique, quand Georges va intervenir, que tu commences peut-être par répondre à cette question. Ou maintenant d'ailleurs, si tu veux. Non, tout à l'heure. OK. D'autres. Oui. Alors, vous avez du coffre ou. Non, sans beaucoup parler de dialogue social,
On est comme ça plus simple. Ouais, c'est mieux. J'entends beaucoup parler de dialogue social dans l'entreprise. Faut-il encore que les directions se bien tous les différents rapports qu'on a eu depuis 3 ans avec Syndex sur le dialogue social, on s'aperçoit qu'il se détériore. Moi, j'ai une grosse préoccupation par rapport aux technologies, c'est l'emploi. L'emploi de certains métiers qui vont disparaître de l'entreprise par l'intermédiaire de cette BIA, administratif, assistant. Mais on les remplacera par quoi? Par de l'IA. Leurs tâches seront remplacées par des l'IA, mais ils vont faire quoi? Donc, c'est ça des emplois qui sont plus ou moins précaires dans les entreprises, de plus en plus. Aujourd'hui, je vois chez nous, où on s'attend, c'est qu'un jour ou l'autre, disparaissent. Mon DRH en off me l'a dit, de toute façon, dans les années à venir, il n'y en aura plus besoin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que fait le syndicat? Qu'est-ce que fait tout le monde pour recréer de l'emploi aujourd'hui pour ces personnes-là? Quel débouché on va leur donner? On parle de l'IA, beaucoup de choses, voilà, ça va améliorer, ça va améliorer. Mais c'est les gens qu'on va laisser sur le bord de la route, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça la grosse problématique. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein, effectivement. Peut-être Luc qui voudra dire un petit mot, et après Isabelle, tu as quelque chose? Non? Oui, non, oui. Non, mais moi, je voulais juste dire, donc, je suis dans un secteur professionnel où il y a des dizaines d'emplois qui ont disparu, parce que la banque s'est numérisée depuis très longtemps, depuis la fin des années 70. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais dans une banque régionale à Lyon, qui à peu près avait 800 personnes, et il y avait 20% des salariés qui travaillaient ce qu'on appelait le post-marquage des chèques. Vous voyez ce que c'est que le post-marquage des chèques? Quand vous faites un chèque, après, il y avait des salariés qui prenaient le chèque et qui tapaient quel était le montant du chèque, etc. Ça rentrait dans des machines, et puis après, il y avait une série de trucs qui étaient faits. Donc, c'était 20% des salariés qui faisaient ce métier. 20% des salariés. Il y avait évidemment, je ne passe pas la gestion des espèces, etc., qui a été totalement automatisée. Donc, moi, ce que je veux simplement dire, c'est que d'un point de vue macro, global, historiquement, toutes les innovations technologiques ont conduit non pas à moins d'emplois, mais à plus d'emplois. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes. Et donc, toute la question, c'est comment on gère la question des reconversions, la question de la formation et des reconversions, etc. Alors, il y a eu une négociation qui était en cours sur la question des reconversions, qui a été suspendue pour cause de conclave retraite, etc. Parce que c'est aujourd'hui que ça se termine. Hein. Enfin, mais pour moi, c'est cette question-là. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Mais la question, je crois, c'est pas tant que des métiers disparaissent, c'est comment est-ce que les gens qui occupent ces métiers sont pris en charge par le système global pour qu'ils ne soient pas sur le bord de la route. Voilà, c'est ça la question. Et c'est pas la question. Beaucoup d'études montrent que globalement, on pense que l'IA, enfin, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, n'aura pas forcément de baisse globale d'emploi, mais il y aura des transformations d'emploi qui vont être très, très, très conséquentes. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est à la hauteur collectivement de ça sur des systèmes de prise en charge des reconversions, etc. Bien, merci. Oui, non? Ok. Alors, je vais maintenant voilà, donner la parole à Georges Ménière. Donc, Georges Ménière, vous êtes avocat à Lyon. Tu peux me tutoyer comme d'habitude. Oui, mais non, mais j'essaye de. J'ai failli vous voyer lui. Donc, tu es avocat au barreau de Lyon. En droit social, c'est en droit social spécialisé des IRP, il n'y en a pas beaucoup hein, en fait dans le pays. Vous faites également partie du réseau d'avocats partenaires de Syndex. Hein, et, euh, et on t'a invité parce que en fait, tu t'intéresses depuis quelques temps à la façon dont les institutions représentatives du personnel peuvent se positionner face au projet d'introduction de systèmes d'IA. J'avais prévu, on avait prévu une première question, vous êtes d'abord de répondre à la situation. En fait, c'était pas un question, c'était une remarque, c'était un constat. J'avais l'intention de revenir là-dessus. Donc, Sinon, alors, alors, on a ce qu'il faut en termes
D'accord. Alors, la première question, euh, c'est que finalement, bon, il y a beaucoup de termes qui reviennent dans la discussion sur l'IA. Et on a entendu aussi ici RGPD, Code du travail, évidemment, AI Act européen, et donc autant de termes qui parcourent les discussions sur l'IA. Et finalement, pour nous y retrouver par rapport à ce qui peut être des lois, des règlements, des préconisations ou autres, sur le plan vraiment légal, qu'est-ce qui encadre aujourd'hui les systèmes d'IA et pour ce qui nous intéresse plus précisément, les systèmes d'IA dans le travail. Merci, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je suis moi aussi adepte de l'humour anglo-saxon, donc ma petite blague de démarrage, c'est de vous indiquer que j'ai préparé cette intervention qu'avec ma modeste intelligence humaine, Ouais. sans recours à l'IA, de sorte que mon intervention pourra comporter quelques imperfections. Mais pas d'hallucination. Et pas d'hallucination, j'espère. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un sujet éminemment politique, dans tous les sens du terme, et l'entreprise et le monde du travail n'échappent pas à cette dimension. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, avait en janvier 2025 invité les partenaires sociaux à s'emparer de l'IA pour en faire un sujet de dialogue social. Et en l'occurrence, le CESE appelle à la négociation d'analyse, sous-entendu des règles spécifiques. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre l'ANI pour s'emparer du sujet. Je dirais même, et ce qu'on se dit aujourd'hui le confirme, qu'il est urgent de s'emparer du sujet, parce qu'on le constate dans nos vies, l'IA avance très très vite, hein, dans nos vies de parents, dans nos vies de consommateurs, dans nos vies de citoyens, dans nos vies de syndicalistes, dans nos vies d'avocats. Je suis une des professions très impactées par l'évolution de cette technique. Et en même temps, on voit que le dialogue social, ça a été dit par les uns et par les autres, est très en retard, voire parfois absent. Et puis aussi, et c'est intéressant, Julie, ce que tu as dit sur le sondage, c'est que l'IA est également absente du dialogue professionnel, absente du travail. Donc il est vraiment très, très important, je pense, essentiel de faire revenir ces sujets. Alors, des textes existent déjà pour encadrer juridiquement le déploiement de l'IA, des textes généraux, des textes en droit du travail, en bon juriste, un plan de base. Mais pour revenir à la question, il y a dans l'espace politique dans lequel nous vivons, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Union européenne a adopté l'année dernière, en juin 2024, la première législation mondiale, la seule à ce jour à ma connaissance, sur l'intelligence artificielle. C'est le RIA Act, ou en bon français, le RIA, Règlement sur l'intelligence artificielle. C'est un document volumineux qui fait 144 pages, qui est très dense, et qui vise à encadrer, alors évidemment pas que en droit du travail, dans la vie économique et dans la vie démocratique en général, sur le champ de l'Union européenne, la mise sur le marché, l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent poser des risques pour la santé, la sécurité, pour les droits fondamentaux. Donc c'est vraiment un texte essentiel qui va se déployer, hein, puisqu'il est prévu qu'il se déploie sur plusieurs années, mais c'est le seul législation qui s'applique. Et son objectif est ambitieux, politique et vaste, un sujet éminemment, puisqu'il est indiqué que son objectif, c'est améliorer le marché intérieur. On voit bien la dimension économique de ce qu'est l'espace européen, et promouvoir l'adoption d'une intelligence artificielle axée sur l'humain, digne de confiance, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité, des droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la démocratie, l'état de droit, la protection de l'environnement, comme les effets néfastes des systèmes d'IA dans l'Union, et en soutenant l'innovation. Une espèce de synthèse de ce que c'est l'Union européenne, articulation de l'économique et de droits fondamentaux. Certains disent que ça a été le fruit d'un équilibre entre les techno-enthousiastes et les techno-prudents, voire les techno-méfiants. Et en tout cas, on va retrouver dans ce texte, qui a vocation à s'appliquer dans les années qui viennent, et à bouger avec le temps, hein, évidemment, on retrouve là fondamentalement les principes politiques
à la fois le marché intérieur et soutenir l'innovation, mais aussi l'humain, digne de confiance, protection de la santé et la sécurité des droits fondamentaux. Pour rappel, un règlement européen, c'est un acte juridique qui est adopté par l'Union européenne, qui est obligatoire. Il s'applique directement, applicable dans le droit des États membres. À la différence d'une directive, vous savez que la directive, elle fixe des cadres et elle laisse aux États des délais, des moyens pour y arriver. Là, c'est un règlement qui s'impose dans tous les États et pas d'application directe. Alors, c'est un texte qui prévoit une application échelonnée dans le temps jusqu'en 2027. Il y a des règles qui sont entrées en application en février 25, d'autres en août, qui vont entrer en application en août 25, d'autres en 26, d'autres en 27, avec un régime de croisière à partir de 2027. C'est quelque chose qui va se déployer dans le temps. En quelques mots et aussi synthétiquement que possible, le règlement sur l'intelligence artificielle européenne propose une structure, en réalité, une approche qui est fondée sur les risques. Avec 4 niveaux de risques, des risques qui sont jugés inacceptables et donc qui vont être interdits sur l'ensemble du territoire de l'Union. Par exemple, la notation sociale. Par exemple, la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou dans les établissements d'enseignement. Donc, l'Europe a dit qu'il y a des choses que l'on n'admet pas, qui sont interdites. Ensuite, on a un autre deuxième niveau qui s'appelle le haut risque. Et donc là, le règlement de l'IA définit des systèmes d'IA à haut risque lorsqu'ils peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes, aux droits fondamentaux. Par exemple, les systèmes biométriques, tous les systèmes qui sont utilisés dans le recrutement. Donc, pour les systèmes à haut risque, on va prévoir un certain nombre de règles. Ensuite, troisième niveau, les risques spécifiques en matière de transparence. Là, on a le RIA qui soumet des systèmes à quelques obligations de transparence, et puis un dernier niveau de risque minimal. Et à chaque niveau de risque correspond des obligations spécifiques. Donc, il y a des risques interdits, des exigences renforcées, des obligations de transparence, puis des systèmes, on va dire, moins pour être impactants pour l'environnement et la consommation d'énergie et d'eau, mais en tout cas, moins d'impact, en tout cas, sur les droits fondamentaux. Ce qui est prévu aussi dans le RIA, c'est un système de gouvernance, avec un double niveau, une gouvernance européenne avec un comité d'IA, un bureau de l'IA, et puis chaque État est censé va devoir mettre en place. La CNIL travaille beaucoup sur ces sujets maintenant depuis un petit moment, François Xavier, sur la gouvernance au niveau national. Voilà, donc ça, c'est un outil très structurant, vraiment très important, avec tout ce que l'Europe sait produire comme à la fois philosophie, mais aussi textes très précis et sur lesquels chaque opérateur, les Américains venant avec leur système vont devoir entrer et respecter cette règle. Chaque utilisateur, chaque société commerciale, enfin l'ensemble des acteurs opérant sur le territoire de l'Union européenne. Tu avais un mot aussi sur IA et RGPD. Bon, RGPD, vous savez, c'est là aussi un règlement européen sur la protection des données, qui est un outil qui vient poser les principes généraux sur tous les systèmes qui utilisent de la donnée, des données personnelles. En pratique, ce sont 2 outils qui vont se combiner, puisqu'on peut avoir des outils d'intelligence artificielle qui vont utiliser de la donnée. On peut avoir des outils qui utilisent de la donnée sans utiliser l'intelligence artificielle, et puis on va avoir des outils qui vont utiliser de l'intelligence artificielle, mais sans utiliser des données personnelles. Je n'entre pas dans le détail. L'idée, c'est que ces 2 modèles qui se combinent, bien entendu, qui vont s'appliquer de manière conjointe. Ce qui est intéressant, c'est que la CNIL travaille sur un outil intégré, en quelque sorte, à produire une approche commune. C'est-à-dire qu'on va garder le même sujet, un outil, par exemple, de gestion des talents de développement qui va gérer les compétences des salariés pour leur mobilité ou leur évolution professionnelle. Ça va évidemment utiliser de la donnée personnelle, mais ça va aussi être couplé, c'est déjà couplé avec des outils d'intelligence artificielle. Donc, ça va être tout ça sous le contrôle de la CNIL. On a donc, encore une fois, un niveau de protection qui est assez.
Donc ça, c'est un texte en devenir, avec une application qui va s'étaler dans le temps, mais ça va vraiment être structurant et qui va se combiner avec des problématiques de gestion des données personnelles, avec le RGPD, avec en général la protection des données. Après, en droit du travail, peut-être. Alors, justement, la deuxième, là, on a vu le cadre et justement, le deuxième volet un peu de ce qu'on veut voir avec toi, c'est effectivement en matière de droit du travail, alors droit de protection des individus, mais déjà de droit collectif, c'est-à-dire finalement, si tu peux revenir un peu sur les droits en termes de tous les points de consultation sur lesquels on a été jusqu'à maintenant sur le projet, sachant encore une fois à quel moment il faut y aller, à quel moment il faut appuyer sur le bouton, parce qu'il faut le faire plusieurs fois. C'est c'est un point où on a besoin d'avoir le point de vue du juriste, sachant qu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger, semble-t-il. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de règles spécifiques dans le Code du travail sur l'IA, puisque la seule législation, entre guillemets, la seule réglementation qui existe sur l'IA, c'est le RI Act. Vous l'avez compris. Donc, il n'y a rien en droit français. La question, c'est de savoir si on en a besoin ou pas. Alors, il y a un sujet de dialogue social, d'ANI potentiellement. Il n'y a pas besoin d'attendre. On a ce qu'il faut dans le Code du travail, puisque en fait, les usages de l'IA dans le travail vont toucher différents sujets qui sont dans le champ du travail, l'emploi, à la fois structure et volume, les compétences, les conditions de travail, le recrutement, la formation, l'organisation du travail, la stratégie, droit et liberté, rémunération. Donc, l'entrée n'est pas l'entrée IA, mais l'entrée par les thématiques classiques du droit du travail. Même si dans le RI Act, il y aura en 2026 ou en 2027, pour les systèmes à haut risque, une obligation spécifique de consultation des travailleurs. Et il n'y a pas besoin d'attendre l'entrée du module, entre guillemets, système à haut risque pour que les représentants du personnel s'en emparent. Alors, ça a été dit tout à l'heure par Julie, il y a différentes entrées possibles. Moi, j'ai envie de vous dire, parce qu'on sent qu'il y a une forme de blocage du côté des salariés, tu l'as dit aussi, y compris du côté des entreprises, quand le modèle leur est imposé d'en haut. L'idée, c'est de se dire, et si on commençait par poser des questions simples? L'entreprise utilise-t-elle de l'intelligence artificielle, là, aujourd'hui, au jour où on se parle? Si oui, à titre expérimental, à titre pilote, ou est-ce que, ou à titre, comment tu disais, caché, ou tu disais une expression sur la base du volontariat. Si oui, dans quels outils, dans quel processus industriel ou décisionnel, et quelles sont les fonctionnalités? En fait, l'idée, c'est d'utiliser n'importe laquelle des consultations qui vous est soumise, qui vient devant vous, ou si elle ne vient pas, Julie l'a dit tout à l'heure, c'est intéressant, je suis étonné, mais plutôt content de voir que la plupart du temps, ou en tout cas dans une part importante des dossiers, c'est quand ça vient à l'initiative des représentants du personnel, on pourrait imaginer que vous abordiez le sujet sous cet angle-là, indépendamment d'une consultation dédiée, c'est-à-dire, et chez nous, c'est quoi l'actualité de l'IA? Et puis après, effectivement, orientation stratégique, ça a été dit, situation économique, ça a été dit, politique sociale, et puis, au travers peut-être d'autres consultations, je vais parler de projets importants et nouvelles technologies après, mais peut-être juste un mot sur consultation du CSE sur les dispositifs de surveillance des salariés, le document unique d'évaluation des risques, l'utilisation de l'IA génère des risques, travailler avec un collègue qui est une machine, ça génère un certain nombre de conséquences, ça doit, à mon avis, nécessairement entrer dans le document d'évaluation des risques. Donc, compte tenu de ce qu'est la législation et de son évolution 2021-2022 là-dessus, ça me semble être un très très bon fil à tirer. Et là, la consultation, vous le savez, elle est normalement annuelle. Bon. Un mot sur projet important, nouvelles technologies, avec un débat qui peut se poser sur finalement par quel bout prendre. Est-ce que l'introduction de l'IA, c'est de la nouvelle technologie, ou est-ce que l'introduction de l'IA, c'est un projet important? Déjà, il faut que l'information soit révélée. Qu'à un moment, on dise, ah tiens, il y a ce nouvel outil, que l'entreprise veuille engager la consultation, sachant que dans la décision de Nanterre que vous avez citée tout à l'heure du mois de février, du 14 février, c'est le CSE qui a fait sortir le sujet en provoquant une consultation sur cette question. Rapidement, il y a un débat juridique et les juristes du côté des entreprises commencent à construire des stratégies.
finalement, la nouvelle technologie, c'est une technologie qui n'existait pas encore, soit que l'on ne connaissait pas dans notre environnement socio-économique, ça peut être le cas, soit qui n'existait pas encore dans l'entreprise. Et l'intérêt de la consultation de nouvelles technologies, c'est que dans le texte, dans sa rédaction issue des réformes 2017, il n'y a pas besoin de caractériser, il n'y a pas besoin que le CSE dise nouvelles technologies ayant des conséquences sur l'emploi, prévisibles, conditions de travail, etc. Alors que le projet important, pour ouvrir droit à consultation et à expertise habilitée, il faut que le projet important soit susceptible d'avoir des conséquences et de modifier les conditions de travail, la santé et la sécurité. Donc, nouvelle technologie, c'est juste l'introduction de nouvelles technologies. Projet important, c'est à condition de démontrer que ça a des conséquences. Là où il y a un jeu un peu tordu qui se joue du côté de certaines entreprises, c'est de dire « Ah, mais l'IA, ce n'est pas une nouvelle technologie parce que finalement, on l'utilise déjà un tout petit peu. Hein, on ne vous l'a pas dit, ou on ne l'a pas dit comme ça, ou on ne l'a pas appelé comme ça. Donc, ce n'est pas nouveau puisque ça existe déjà dans l'entreprise. Hop, perché, je n'ai pas à vous consulter au titre de la nouvelle technologie. » Bon, c'est un jeu avec lequel on peut jouer, mais en tout cas, l'entrée dans ce cas-là peut être un très projet important pour contraindre l'employeur à le faire. Je voulais dire un mot du sujet de la qualité de l'information, parce que la TJ de Nanterre du 14 février a posé un cadre. Il ne suffit pas de consulter le CSE, encore faut-il que l'information soit qualitative, hein, vous savez, loyale, nécessaire, etc. Et l'addition du TJ était intéressante, puisqu'elle a dit qu'il fallait informer sur les raisons, les objectifs, le calendrier, la technique utilisée, ses fonctionnalités, les coûts des investissements, les conséquences prévisibles sur l'organisation de travail. Donc, même si c'est qu'une décision de tribunal judiciaire, elle a le mérite d'être intéressante, elle a été largement commentée, donc je pense qu'on peut s'en inspirer. Un autre point de vigilance, c'était le suivi, tu l'as dit, hein, parce qu'il faut le suivre d'année sur année. Et puis, je voulais dire un mot sur, si j'ai le temps. Un dernier mot. Un dernier mot sur le sujet de la négociation, parce que le dialogue social, Luc l'a dit, ce n'est pas qu'un sujet d'infoconsulte, c'est aussi un sujet de négociation. Alors, ça frétille. L'étude qui date d'octobre 2024, mais c'est presque il y a très longtemps pour l'intelligence artificielle, montrait que ça frétillait un petit peu, hein, sur 285 000 accords entre 2017 et 2024. Il y en a 242 qui font référence à l'IA. Mais bon, 2017 et 2024, probablement, ça va s'accélérer. Sur le sujet de négociation, il y a des thématiques qui ne sont pas forcément obligatoires que voit arriver, ce que tu disais, les chartes, où on parle plutôt de l'utilisation de l'IA, mais qui ne sont pas forcément des sujets de négociation, mais qui pourraient l'être au travers notamment de la question de QVT. Hein, au travers de la QVT, l'articulation des temps, des connexions, bien sûr les négociations autour de l'emploi, des accords de GEPP, les sujets de formation, la gestion des sureffectifs. Et ce qui me permet de dire un tout petit mot sur la question qui peut se poser, qui va se poser bientôt en jurisprudence, qui est celle de la potentialité de licenciement économique. La définition de licenciement économique inclut dans le Code du travail la notion de mutation technologique. C'est-à-dire qu'un employeur peut engager un processus de licenciement économique en invoquant une mutation technologique sans avoir à se prévaloir de difficultés ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité. C'est un motif autonome. Motif que les juristes n'ont pas beaucoup aimé ces derniers temps, ils ne savaient pas par quel bout le prendre, et je gage que le sujet va revenir et qu'il va probablement motiver un certain nombre de projets de restructuration dans l'avenir. Et donc, il faudra être vigilant sur ce point, parce qu'effectivement, la majorité des emplois vont être concernés, pas forcément supprimés, mais concernés, comme ça a été dit par les uns ou par les autres. Alors, merci beaucoup, Georges. Tu as été extrêmement complet. Et du coup, nous n'avons pas le temps de prendre des questions. Mais honnêtement, tu as été exhaustif, je pense, sincèrement, sur ces points juridiques. Maintenant, donc, nous avons, et je pense que c'est très, très important en conclusion de tout ce que nous venons de voir. Et si on peut débloquer, je veux bien que tu débloques le PC avec le petit message me rappelant que nous n'avons plus le droit d'utiliser à cette heure-ci. Donc, on a invité maintenant deux élus
de la SACEM. Voilà. Qui sont donc Christophe Lépine et Laurent Fermont, donc, qui sont membres de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc c'est ça la SACEM. Christophe Lépine alors, ils sont membres du CSE et de la direction des services informatiques. Christophe Lépine donc, est salarié au sein de la DSI depuis bientôt 12 ans. Il accompagne aussi les négociations à la SACEM autour des problématiques DSI. Il a été DP, maintenant CSE, et il est membre de plusieurs commissions du CSE et il est représentant du CSE au CERC. Et Luc Fermont, Laurent, excuse-moi, Laurent, en plus j'ai sous les yeux, salarié SACEM depuis 24 ans, élu du CSE et membre de la commission SSCT, sachant que la SACEM est une société dans laquelle les IRP ont une vie extrêmement riche et nourrie. Donc, ils vont nous livrer un petit témoignage. Et puis après ce témoignage, ben, nous aurons un apéritif dînatoire auquel vous serez tous conviés, ceux qui sont présents dans la salle, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, Christophe Lépine. Donc, on représente en fait une partie des élus du CSE, en fait, de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Alors, la SACEM, c'est la défense et la collecte et la répartition des droits d'auteur, aussi bien sur la musique, l'audiovisuel, les droits, une partie des droits voisins de la presse qui commence à rentrer aussi chez nous. Elle a été créée en 1851 et on est leader mondial en fait au niveau de la gestion collective. On a un chiffre d'affaires, plutôt un montant de collecte qui avoisine à 1,5 milliard d'euros. On est 1400 salariés, on a à peu près 500 000 clients, 220 000 membres qui représentent 160 nationalités. Et on a des accords, à peu près un peu plus de 120 accords avec 98 pays en réciprocité pour la gestion des droits. Et une chose qui est très importante, comme l'a souligné Rémi, c'est qu'on est une société qui n'est pas rattachée à une convention collective. Donc tous les accords, toutes les évolutions du code du travail, en fait, sont déclinées par des accords d'entreprise. Donc avec un dialogue social très important. J'ai rien à rajouter. C'est vrai qu'on est une société un petit peu particulière de ce point de vue-là. Donc on est une société un petit peu particulière de ce point de vue-là par rapport au vôtre, sans doute. Donc effectivement, il y a quand même un dialogue social qui est assez construit, qui dure depuis de nombreuses années. Donc voilà, on arrive quand même à avoir un dialogue pas trop mal, je pense, dans l'entreprise, et constructif. Et donc sur l'IA. Maintenant, en fait, l'IA, pour la SACEM, en fait, on a deux gros objectifs, en fait. L'objectif 1 de nos membres, nos sociétaires, parce qu'en fait, le droit d'auteur, c'est la défense de la création culturelle. Et dedans, en fait, l'IA, avec tout ce que ça apporte, en fait, on a beaucoup de créations, notamment de création de musique, qui sont générées. Et derrière, les modèles d'IA ont en partie été entraînés sur les catalogues protégés par la SACEM. Donc en fait, la SACEM est entrée en conflit avec les majors en fait, de l'IA en déclenchant un droit d'opt-out. Donc en fait, depuis octobre 2023. Donc en fait, les majors de l'IA sont censés en fait, nous demander en fait, l'autorisation d'entraîner leur modèle sur notre catalogue. Ça, c'était la première partie, le volet en fait, sociétaire. Et
ça a entraîné en fait le volet en fait au niveau des conditions de travail et l'évolution des métiers en fait. C'est ce qui nous a permis en fait de commencer à discuter et évoquer l'entrée de l'IA en fait dans l'entreprise. Et le sujet principal, c'est comment on défend aussi les droits d'auteur. Ça serait dommage en fait d'être une société défendant des droits et être euh, à l'encontre en fait des droits sociaux. Il parle mieux que moi, je suis habitué. Donc l'approche engagée, ça a été d'abord informatif dans un premier temps par la direction qui a joué la transparence sur le droit d'opt-out et des appels à projets pour développer en fait des, dans un labo d'innovation des micro-projets en fait qui sont encore en phase d'études, pas encore déployés. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un CSE qui est composé d'élus de tout horizon. Donc en fait, on est membre en fait dans toutes les directions. Donc on a l'avantage d'être à l'écoute et de pouvoir remonter les sujets assez rapidement. Un sujet qui commence à se développer côté sociétaire ou côté sur la gestion des heures, on le détecte assez rapidement. Donc on peut ouvrir des discussions rapides en fait, avec la direction, soit au sein des réunions de négo ou des réunions de CSE. On a demandé assez rapidement un accompagnement avec Syndex, qui a été reçu favorablement par la direction. Pour l'instant, en fait, on a un accord de principe sur la méthodologie à appliquer avec l'IA, c'est-à-dire que globalement, on va démarrer par un accord sur les choix technologiques qui vont être faits sur les modèles qu'on pourrait utiliser dans les applications, et ensuite, ça sera une déclinaison par projet. Donc, une infoconsulte en 2 temps, en fait. Euh, L'accord de méthode est en cours de discussion aussi. Et pour l'instant, en fait, la première avancée qu'on a eue, c'était la modification du règlement intérieur avec l'ajout d'une charte dédiée en fait à l'IA. Pardon, j'ai pas compris la modification du RI avec la charte. On a rajouté en fait toute charte en fait sur l'utilisation de l'IA en fait, au sein de l'entreprise. Vous avez rajouté en annexe ou oui. RI, d'accord. Et ça a été négocié avec vous. Et elle a été faite au sein du CSE, en fait, voilà, avec des élus en fait, du CSE et des membres de la direction. Enfin, je pense que ce qui est très important dans ce témoignage, et je pense qu'il est important, permettre de conclure si vous voulez bien, c'est pour 2 choses. Bon, d'abord, la charte IA, elle est négociée. Parce que le principe d'une charte, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être négociée. Je vous rappelle, hein, pour le télétravail, il y avait parfois, on négocie, puis si ça n'aboutit pas, c'est une charte obligatoire. Donc déjà, leur charte est négociée. Deuxièmement, ce qu'ils font à la SACEM, alors certes, c'est parce que vous avez l'habitude de négocier des accords de méthode. Ils sont en train de négocier, euh, et c'est vrai que c'est un ex qui appuie dessus, ils sont en train de négocier un accord de méthode pour organiser les consultations qu'il y aura sur projet. Et justement, toute la réflexion qu'on a ici, qui est de savoir, bah, ça ne se fait pas comme d'habitude, un projet IA, donc il y a d'avoir différentes étapes. Donc, il faut un accord de méthode qui l'organise. C'est des choses que nous préconisons, que personnellement, je n'ai encore jamais vues. Et de ce point de vue-là, la SACEM est vraiment pionnière. Voilà, la section, en l'espèce, c'est la section CFDT de la SACEM qui a été très, très, très moteur là-dedans, mais les organisations syndicales de la SACEM sont moteurs par rapport à l'ensemble du monde syndical aujourd'hui, compte tenu de leur situation effectivement particulière sur ces négociations d'accords des méthodes. Et je pense que c'est des choses qu'on sera amenés tous et qu'on a tous intérêt à suivre de très près, je pense.
Il va falloir conclure, donc je vous remercie encore une fois de ce témoignage. Peut-être un petit mot que tu voulais rajouter? Ouais, en fait, Je t'en prie. sur l'annexe en fait, dédiée à l'IA, on a aussi tout un volet RSE qui a été rajouté dedans. En fait. C'est comment en fait, intégrer le coût RSE de l'IA. Donc, le stockage des mails, l'envoi des mails, par exemple, en fait, ou l'utilisation des différents outils en fait, qu'on peut avoir. Donc, il est aussi, il fait partie aussi de la charte. Encore merci. Vous avez un point, vous voulez? Non? Là, je me semble avoir. Donc, encore merci à vous deux, à tous nos autres participants à cette table ronde, à vous qui êtes venus, à vous qui nous suivez sur le chat. Je vous rappelle que le 24 juin, on aura un webinaire, il faut s'inscrire sur simplex.fr. Alors là, qui sera lui très pratico-pratique, hein. Là, on a essayé justement de faire un bilan dans différents aspects. Là, ça sera un webinaire pour dire très concrètement ce que vous pouvez faire. Hein. Ça sera aussi beaucoup plus rapide, ponctuellement sur tel ou tel point. On vous présentera donc le 24 juin. C'est finalement quels sont les leviers d'action pour les IRP. Et là, donc voilà, bah, écoutez, merci à tous. Et puis, je pense qu'on va participer à l'apéritif dînatoire, si j'ai bien compris. Merci à l'organisation. Je me permets de remercier le service communication de Syndex qui, dans des conditions compliquées, a réussi à organiser cette soirée. Merci.